Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on avait commencé par le dossier 2, donc là, on va passer au dossier 1 qui porte sur les mouvements, les forces et les fluides. Donc, dans le cadre de cette capsule, nous traiterons plus précisément de la partie 1.1 qui porte sur les mouvements et les types de forces. Pour commencer, on va définir ce qu'est une force. Donc, une force, c'est une action capable de modifier le mouvement ou la forme d'un objet. Elle est exprimée en newton. On la représente par une flèche dont la longueur en donne l'intensité et dont l'angle donne l'orientation. Le sens, quant à lui, est donné par la pointe de la flèche. Ici, c'est là où la force va être très différente du temps ou de la température, par exemple. Donc, la température, si je vous dis qu'il fait 15 degrés Celsius, eh bien, il fait 15 degrés Celsius, peu importe l'orientation. Par contre, si je vous dis que le vent souffle à une certaine vitesse, bien, ça va être très différent si j'ai le vent dans le dos ou si j'ai le vent dans le visage. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir l'importance de l'orientation et du sens quand on parle d'une force. La vitesse, c'est aussi ce qu'on appelle un vecteur. Donc, encore une fois, l'orientation va être importante. Donc, la vitesse correspond au déplacement d'un objet par unité de temps. On va donc lui donner une formule où V, donc la vitesse, est égale à D, la distance, divisée par la variation de temps. Vous voyez qu'il y a un petit triangle devant le T. Le triangle veut dire justement variation, ce qui veut dire que ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir l'heure qu'il est. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ça m'a pris 5 secondes pour faire telle ou telle action. Si la force est dans la même orientation que la vitesse, à ce moment-là, je vais avoir une accélération. Si au contraire, la force a la même orientation, mais le sens opposé à la vitesse, à ce moment-là, eh bien, je vais avoir une décélération. Et finalement, si la force n'a pas la même orientation que la vitesse, à ce moment-là, je vais avoir une déviation. C'est ce qui va me faire tourner, en fait. Parlons maintenant des types de force, il y en existe plusieurs. Donc, commençons par l'attraction. L'attraction, c'est lorsqu'on tire sur quelque chose. Alors que la poussée, c'est lorsqu'on pousse sur quelque chose. La force normale maintenant. La force normale, c'est la force qui est exercée par une surface pour s'opposer à une autre force qui est souvent la force gravitationnelle. Elle est toujours perpendiculaire à la surface. En fait, la normale, c'est la force que l'objet va faire pour éviter d'être déformé. La tension, en fait, c'est une force de traction qui est exercée par une corde, généralement pour s'opposer à un mouvement. Ça serait le cas, par exemple, de notre bonhomme qui est suspendu aux anneaux. Eh bien, les cordes vont éviter le mouvement qui est, dans le fond, la chute de notre athlète, de notre gymnaste. Au niveau du frottement, maintenant. Eh bien, le frottement, c'est la force issue du contact entre deux surfaces et qui s'oppose toujours au mouvement de l'une d'entre elles par rapport à l'autre. Donc, notre skieur qui avance, eh bien, la force de frottement entre les skis et la neige va s'opposer, donc va le ralentir. La résistance de l'air, eh bien, c'est la force de frottement, mais qui est exercée par l'air. La force élastique, eh bien, c'est la force exercée par un élastique ou un ressort qui tend à reprendre sa position initiale. La force magnétique, c'est la force qui est liée aux aimants et aux électroaimants, donc au champ magnétique causé par ces éléments-là. Le champ électrique, maintenant, c'est la force qui est liée aux charges électriques, comme son nom l'indique, et au déplacement des électrons. Et finalement, la force gravitationnelle, eh bien, c'est la force exercée entre deux corps directement liés à leur masse. Donc, la force qui nous retient sur Terre ou qui retient tout objet sur Terre, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est donc la force d'attraction entre deux objets. Elle dépend de la masse des deux objets et de la distance qui les sépare. Ainsi, la planète Terre exerce une force d'attraction sur nous qui est égale à la force d'attraction que nous exerçons sur la planète.
comme la masse d'un être humain est négligeable par rapport à la masse de la planète, eh bien la force gravitationnelle qui l'exerce l'est aussi. Ce ne serait pas le cas pour deux planètes, par exemple, dont la masse serait similaire. Le poids, maintenant, c'est l'intensité de la force gravitationnelle qui s'applique sur un objet. Il s'agit donc d'une force dont l'unité est le newton. Donc le poids, c'est vraiment une force en newton. Donc à chaque fois qu'on parle d'un poids comme étant en kilogrammes ou en livres, eh bien c'est une erreur. En fait, le poids est en newton. Il dépend de la masse de l'objet et de l'intensité du champ gravitationnel de l'objet sur lequel il se trouve, donc la planète ou le corps céleste. La formule, c'est donc W, qui représente le poids, qui est égal à la masse multipliée par l'intensité du champ gravitationnel, qui serait par exemple sur Terre de 9,8 newtons par kilogramme. Si on reprend cette formule, donc comme je l'ai dit, sur Terre, le champ gravitationnel, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Cette valeur peut varier si on change la distance entre la Terre et l'objet. Ainsi, la valeur de G diminue lorsqu'on gagne en altitude. Cela signifie que, sans la résistance de l'air, tout objet en chute libre subit la même accélération vers le sol, qui est de 9,8 mètres par seconde carrée. Ça, c'est à cause de la valeur de G. Et que, conséquemment, chaque objet lancé d'une hauteur donnée atteindra le sol exactement en même temps. Évidemment, si on néglige la résistance de l'air. Parce que si je fais tomber une feuille de papier puis une balle de tennis, il ne tombera pas en même temps parce que la feuille va voltiger. Par contre, s'il n'y a pas d'air dans la pièce, les deux vont tomber exactement en même temps. La masse, quant à elle, c'est la quantité de matière qui compose un objet. Elle ne dépend donc pas de la planète sur laquelle elle se trouve. Et c'est cette masse-là qui est exprimée en kilogrammes. Donc, si on compare, si on prend par exemple un objet de 20 kg et qu'on demande quelles seront sa masse et son poids sur la planète Terre. Et ensuite, quelle serait la masse et le poids lorsqu'on va déplacer cet objet-là sur Mars? Eh bien, au niveau de l'intensité du champ gravitationnel, ce n'est pas la même chose. Sur Terre, l'intensité est de 9,8 newtons par kilogramme, alors que sur Mars, c'est 3,72 newtons par kilogramme parce que la planète Mars est plus légère que la planète Terre. Au niveau de la masse de l'objet, ça ne change absolument rien. Dans les deux cas, on va avoir une masse de 20 kg. Par contre, Fg est égal à la masse fois l'intensité du champ gravitationnel. Donc, Fg est égal à m fois g. Ça va donc nous donner un poids qui est de 196 newtons sur Terre, alors que sur Mars, le même poids serait de 74,4 newtons. La force résultante, en fait, c'est la force obtenue lorsqu'on combine l'ensemble des forces exercées sur un objet. Donc ici, on a deux personnages qui exercent chacun une force sur un objet. Celui qui fait la force de poussée exerce une force de 15 newtons et celui qui fait une force de traction exerce aussi une force de 15 newtons, ce qui donne, en combinant les deux forces, une force de 30 newtons vers la droite. Cependant, il y a également une force de frottement qui est exercée au sol qui est de 20 newtons. Donc si on prend l'ensemble de ces forces ensemble, on devrait dire qu'on a 30 newtons vers la droite, on a 20 newtons vers la gauche. Donc, si on combine tout ça, ça ferait 30 moins 20 qui donne une force globale de 10 newtons vers la droite. Et ce 10 newtons vers la droite sera la force résultante qui va être l'ensemble des forces exercées sur l'objet combinées ensemble. Au contraire, si mes deux bonhommes agissent un contre l'autre, à ce moment-là, eh bien, je vais avoir 15 newtons dans un sens, 15 newtons dans l'autre. Si on les combine ensemble, ça ferait 15 moins 15, 0 newton. Donc, la force résultante ici serait une force de 0 newton. Lorsque la force résultante est égale à 0 newton, on dit qu'il s'agit d'un état d'équilibre. Cela signifie que l'objet gardera sa vitesse constante en grandeur et en orientation. Et là, il faut faire attention. Je n'ai pas dit que l'objet allait demeurer immobile.
j'ai dit qu'il demeurait une vitesse constante. Évidemment, si sa vitesse initiale est égale à 0, eh bien, il va conserver une vitesse égale à 0. Sauf que si l'objet avait une vitesse initiale qui n'était pas égale à 0, par exemple, s'il était à 15 mètres par seconde vers l'est, eh bien, il va conserver sa vitesse de 15 mètres par seconde vers l'est. Si, évidemment, l'ensemble des forces résultantes est égal à 0. La force équilibrante, maintenant, eh bien, c'est la force qu'il faut ajouter pour qu'un système soit à l'équilibre. Donc, présentement, j'ai un adulte qui exerce une force de 15 newtons et j'ai un enfant qui essaie de l'empêcher d'avancer avec une force de 5 newtons. À ça, j'ajoute une force de frottement qui est de 7 newtons au niveau du sol. Ce qui veut dire que présentement, je subis une accélération vers la droite parce que la force résultante n'est pas nulle. Par contre, la force qui serait équilibrante ici, c'est la force exercée par un deuxième enfant qui, lui, ferait une force de 3 newtons. À ce moment-là, si on combine l'ensemble des forces vers la gauche, je vais donc avoir 3 plus 5 plus 7 qui me donne 15 newtons vers la gauche et mon adulte qui est toujours là, qui fait 15 newtons vers la droite. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un état d'équilibre. Je vais avoir une force résultante nulle. Eh bien, le 3 newtons que j'ai ajouté, c'est la force qui était nécessaire pour que mon système soit à l'équilibre. On appelle cette force-là la force équilibrante. Et c'est ce qui m'a fait à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.